tous et à toutes. Bonsoir et bienvenue à l'École des Mines. On est très heureux de vous retrouver ici pour la fête des possibles et le début officiel de la fête de la science. Alors, moi je me présente, je m'appelle Alexandre Saffre, je travaille à la Rotonde et je coordonne la fête de la science dans le département de la Loire. Et on est très heureux de vous retrouver ici, vous lancer même la fête de la science qui a lieu du 7 au 17 octobre, avec pour thème cette année le changement climatique, dans une fête de la science dans laquelle on va retrouver une centaine d'événements, plus d'une centaine d'événements gratuitement pour tout le département de la Loire, pour des familles, des scolaires, des centres sociaux, etc. Avec pas mal d'événements du coup sur ce thème national qui est le changement climatique, avec notamment des temps forts. Donc là, on a une super plaquette, si vous voulez la retrouver, avec des temps forts au cours de ces 10 jours, notamment un événement à Saint-Étienne qui s'intitule Rouler, ou un événement dans le Pilat qui est coordonné par la MJC de Saint-Chamond, et je voulais vous en parler ce soir, qui s'appelle les Sentiers climatiques, où là on a toute une journée exceptionnelle pour parler de la biodiversité, du changement climatique, avec la présence notamment de la LPO, de France Nature Environnement, et pas mal d'activités tout au long d'une journée qui aura lieu de 9h à 23h, et puis donc du coup le 15 octobre. Et bah voilà, je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence. Alors on est très heureux de vous retrouver ici, et je laisse la parole à Magali. Bonsoir, donc je prends le relais. Moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif pour la transition citoyenne dans la Loire, du CTC 42. Ce collectif il réunit 70 organisations qui s'intéressent toutes à la transition citoyenne et la transition écologiste. Pour nous, elles se mènent de front. Ces organisations adressent toutes cette raison d'être, c'est-à-dire de transiter. Avec donc des gens qui s'intéressent plus à la biodiversité, d'autres plus à l'énergie, d'autres à l'eau, aux ressources, à leur utilisation locale. Et donc la fête des possibles, elle est justement là pour montrer tout ce qui se fait sur le territoire par ses différents membres. Et on a choisi plusieurs exemples un peu phares et à mettre en lumière. Donc tout le programme, vous le retrouvez aussi dans une petite plaquette qui est sur la table d'entrée. Ça court pendant 3 semaines. Et ensuite, ce sera la fête de la science qui sera sur le même sujet. Et il y a la nuit des chercheurs aussi qui va être aussi sur ce sujet. Donc on va vraiment explorer le sujet de toutes les façons possibles et imaginables. La fête de la science, donc elle s'intéresse, toutes ces organisations s'intéressent vraiment à documenter, à compter ce qui compte, à définir les besoins, à essayer de converger vers un consensus qui soit citoyen et écologiste. Et donc dans ce cadre-là, on a un projet tout particulier aussi en partenariat avec l'École des Mines, qui est l'Observatoire citoyen. Et l'Observatoire citoyen, il utilise donc la théorie du donut, qui est une théorie qui permet, alors vous le retrouverez un peu dans les flyers de la fête des possibles, qui permet de définir les activités humaines dans une espèce de couronne, un donut, une bouée de sauvetage, on pourrait presque appeler ça comme ça, tout dépend comment on veut voir les choses, et entre un plafond écologiste qui respecte les limites planétaires et un plancher social qui assure une justice sociale. Et donc toutes nos activités doivent être comptées, doivent être contingentées, régulées à l'intérieur. Et pour compter les choses, eh bien, il nous faut des index. Et avec l'École des Mines, on travaille sur axe par axe, donc sur l'axe ressources, sur l'axe nourriture, sur l'axe énergie, sur l'axe santé, sur tous ces axes-là, on essaye de compter ce qui compte pour notre territoire, histoire d'être vraiment très localisé, que personne ne puisse contester en fait les chiffres, qu'ils puissent aller tous les chercher, donc dans la transparence, dans l'open data. On va attaquer les databases de la métropole, avec les collectivités, et on essaye de le rendre sous un format le plus simple possible, le plus compréhensible possible pour tout le monde. Ceux qui veulent creuser, creusent, mais tout le monde permet un format qui permet de rendre compte vraiment en fait de où on en est. Et on fera un atelier sur le sujet dans l'année pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais globalement, l'idée c'est de montrer des dépassements ou des insuffisances comme ça sous un format très graphiste. Et ça, c'est un partenariat avec l'École des Mines. Donc, je voulais le saluer ici. Donc, notre partenariat, il est dans la fête des possibles et la fête de la science, mais il couvrira tout au long de l'année pour aller compter les ressources, compter les dépassements, compter les insuffisances de façon très locale. Et ça, avec tout le monde. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ce sera des réunions publiques faites pour tout un chacun. Et les étudiants de première année donc, nous aident à construire ces axes.
et à aller chercher ces données, et ça fait partie de leurs notes de cursus de première année. Donc il y a une motivation pour l'étudiant qui est importante, puisque ça fait partie de sa note. Et pour le territoire, c'est fondamental que les écoles d'ingénieurs jouent ce rôle, s'impliquent. Voilà. Donc sans plus tarder, je vous ai présenté le CTC, je tends le micro à Michel, qui va vous présenter notre conférencier de ce soir, et puis le sujet. Oui, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que j'ai la chance de connaître le conférencier, Thierry Paco, ici présent depuis bientôt une 50aine d'années, donc voilà, c'est passif. Et alors, il nous intéresse particulièrement parce que, comme l'a dit Magali, on s'intéresse beaucoup à la transition qui commence par le prendre soin du local, et donc par bien connaître ce qu'on peut faire avec les ressources locales en les respectant, ainsi que les personnes. Et du coup, on est très intéressé par les travaux d'un philosophe de l'urbain qui, entre autres livres, puisqu'il en a publié une soixantaine, a publié il y a déjà quelques années les désastres urbains. Par contre, dans la fête des possibles, ça fait un peu sombre, les désastres urbains. Et donc, par ailleurs, il s'intéresse aussi à l'utopie. Il a beaucoup travaillé sur Ivan Illich, par exemple. Et du coup, on lui a demandé, mais il nous a proposé aussi, de faire la jonction sur le thème des désastres urbains à la ville conviviale. Et donc, j'en ai largement dit suffisamment. Il finira de se présenter sans doute avant de démarrer, comme il veut. Merci. Et à lui. Bonsoir à toutes et tous. Alors, merci à Michel et à Magali. Ça va le micro là, parce que si je parle comme ça, c'est pas bien. D'accord. Okay. Bon, ouais. Donc je reprends le micro. Donc voilà. Oui, le sujet, évidemment, dans la fête des possibles, c'est plutôt un volet sur les impossibilités, mais il faut aussi en tenir compte, parce que pour essayer d'analyser une situation, il faut non pas se masquer la réalité. Et je vois de conférence en conférence, invités par des universités alternatives, etc., je m'aperçois que bien souvent, on est entre nous et on est convaincu par un certain nombre d'idées qu'on va retrouver sur ce type de schéma, et on croit que c'est bien parti. Et puis ensuite, on regarde qu'il y a des forces méchantes qui nous mettent des bâtons dans les roues et qu'on a un peu sous-estimé finalement. Donc là, vous voyez, je ne vais pas dévier mon exposé, rassurez-vous, mais je crois beaucoup à la puissance des mots. Et donc il y a des mots que je considère être toxiques et que je n'utilise plus du tout. Par exemple, le développement durable, c'est pour moi une appellation tout à fait détestable. J'avais participé à une conférence à l'Institut du monde arabe, et puis là il y avait un des promoteurs de Dubaï qui la présentait comme une ville durable extraordinaire, et j'ai pris la parole en disant que je préférais parler de ville et écologie par exemple, et que pour moi il y avait des villes qui avaient déjà assez duré, comme Dubaï. Je n'ai pas été réinvité, mais l'important n'était pas là, c'était de dire que les mots font sens. Et ça, Ivan Illich me l'a appris, j'ai eu la chance exceptionnelle de bien le connaître. Et donc, je termine en ce moment une biographie assez copieuse sur tous ses réseaux intellectuels. Je comptais la publier en novembre-décembre prochain pour les 20 ans de sa mort, mais j'ai pas réussi. Il y a tellement de choses qu'il faut que j'apprenne avant de pouvoir écrire ça, mais elle sera prête pour 2023, donc ça va, ce n'est qu'un petit report. Et lisant et relisant Ivan Illich, là, ce soir, je vais dire des choses que je n'ai jamais mentionnées, même pas dans les 2 premiers livres que j'ai consacrés à cet homme absolument extraordinaire, et c'est pas non plus très réjouissant ce que je vais vous raconter à la fin sur la ville conviviale. Je peux tout de suite vous dire que pour lui, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est terrible. Mais n'empêche qu'il faut essayer d'en parler. Alors, dans tous les penseurs et penseuses, c'est pas très joli, mais enfin bon, dans tous les intellectuels, hommes et femmes qui travaillent sur l'écologie et la transition, bien souvent, le thème de l'urbanisation est mis de côté. Il y a 2 thèmes qui sont mis de côté. La démographie, ça j'ai constaté,
c'est ça. Ça gêne tout le monde. J'étais à un grand débat avec Edgar Morin, tout ça, l'an passé, pour les je ne sais pas combien anniversaire de Utopia, à 7. Bon, bah, quand j'ai posé la question de la démographie, il y a toujours quelqu'un qui vous dit oui, mais on peut être 10 milliards, on pourra les nourrir, il n'y a pas de problème, etc. Moi, je ne parle pas de nourriture, là, je parle de ce que Paul Virilio avait nommé l'écologie grise, c'est-à-dire tous ces territoires dont on avait besoin, toute cette possibilité de distanciation avec l'autre. Et là, évidemment, à 10 milliards, ça change tout, enfin, ça change énormément de choses, bien évidemment. Et le prisme de l'urbanisation, moi, m'a tout de suite fasciné et passionné. Je suis venu j'ai une formation pluridisciplinaire, c'était possible à l'époque très ancienne, que mentionnait Michel tout à l'heure. Donc au siècle dernier déjà, on pouvait faire plusieurs maîtrises, etc. Et donc du coup, quand j'ai commencé à travailler dans une école d'architecture comme professeur des humanités, ou pareil pour l'école centrale, eh bien, je me suis dit, il faut que je me fixe un objectif plus précis, qui n'était pas, vous allez voir, qui n'était pas précis du tout, qui est l'urbanisation. C'est-à-dire que je considère que le phénomène majeur lié à l'Anthropocène, lié à ce qu'on a appelé à un moment donné la révolution industrielle, qui est une appellation que plus personne n'utilise maintenant, donc à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, est accompagné par quelque chose de très bizarre, qui est l'effacement progressif des paysanneries à l'échelle planétaire et la montée en puissance du fait urbain. Et j'ai beau lire beaucoup d'auteurs que j'aime énormément, du reste qui sont des amis, comme Pablo Servigne, comme Dominique Bourg, comme Catherine Larrey, etc. Et c'est très curieux, ou Vinciane Després, bon, c'est très curieux, la ville, ils n'en parlent jamais. Donc je suis très heureux que dans cette fête des possibles, on puisse s'intéresser à ce phénomène majeur. Je vais essayer de vous convaincre de ça. Alors, en 1990, j'ai écrit un livre qui s'appelle Homo Urbanus. J'étais très content du titre parce qu'il y avait Homo Hierarchicus, Homo Academicus, pardon, Homo Sovieticus, vous voyez, il y avait plein. Et puis, le mien n'a pas pris du tout. J'ai lancé Homo Urbanus, mais tout le monde s'en fout, personne ne l'a repris. J'étais pourtant assez certain de cette appellation. En fait, je voulais parler de l'être urbain qui naissait dans les villes italiennes à la fin du XVe siècle et qui allait s'émanciper du lignage, c'est un point très important. On est dans une nouvelle forme de société qui est urbaine et qui met en avant cette qualité très particulière que je vais définir tout à l'heure, qui est l'urbanité. Et cette période de la fin du XVe siècle, c'est le Quattrocento italien, c'est ce que Michelet plus tard appellera la Renaissance, et c'est à ce moment-là où surgissent la biographie, l'autobiographie, la signature, le nom propre de famille, le testament, etc., etc. Donc plein d'éléments qui aujourd'hui nous servent à caractériser ce qu'on appelle l'individu. Et donc j'en faisais l'historique en partant duc de Saint-Victor, qui au XIIe siècle est le premier à essayer de conseiller la lecture silencieuse. Alors ça c'est un point très très important que je vais retrouver par la suite chez Ivan Illich, qui va écrire 2 livres là-dessus, absolument passionnants, où il montre comment on découvre sa personnalité en lisant pour soi-même et par soi-même, silencieusement. Et donc vous savez ça, bien sûr, il suffit de prendre un manuscrit dans n'importe quel musée d'histoire, un manuscrit médiéval, pour voir que les mots sont enchaînés les uns aux autres. Je suis venu ce soir parler de l'Homo Urbanus à Saint-Étienne, c'est un seul mot, vous voyez. Donc pour le lire et pour y introduire des pauses, eh bien, il faut le dire oralement. Donc tout ça dans une culture orale. Et cette culture orale va perdurer plusieurs millénaires, bien évidemment. Et dans cette culture orale, il n'y a pas d'individu. Ça, on le sait par des grands hellénistes comme Jean-Pierre Verdun, comme Pierre Villeneuve-Naquet, etc., Jacqueline de Romilly. Non, l'individu surgit bien plus tard. Et un des éléments qui permet à l'individu de se cristalliser, c'est la lecture silencieuse. Alors, on est avant le livre imprimé, attention, c'est très important, et il va y avoir là une révolution incroyable. Je lis le manuscrit moi-même, silencieusement, donc je ne suis plus dans un réfectoire
avec d'autres moines, et il y en a un qui va faire la lecture pour tout le monde, donc pas du tout, je le lis pour moi, je m'approprie moi-même le texte, m'approprier, c'est-à-dire je deviens autre en lisant ce texte, je découvre quelque chose que j'ignorais, et puis eh bien, je vais réfléchir, et je vais me faire ma propre opinion. Alors ça, l'Église va avoir ça d'un sale œil, parce que l'Église veut au contraire que tout le monde pense de la même manière et interprète de la même manière. Mais comme cette institution est particulièrement maligne, l'Église catholique, eh bien, elle va inventer la disputation. Et là, on entre dans ce qu'on appelle la scolastique, mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Et donc, on a là quelque chose de passionnant, c'est que pour pouvoir lire silencieusement, eh bien, on va devoir inventer la ponctuation, on va devoir inventer le titrage, on va devoir folieter les pages une par une, et on va ensuite pouvoir indexer. Vous voyez, donc tous ces processus cognitifs sont cruciaux, bien sûr, pour nous. Pour nous, ils sont évidents, depuis qu'on a appris à lire et à écrire à l'école primaire. Mais là, on est au XIIe siècle, on est avant le livre imprimé, qui arrive en 1455, on est dans quelque chose d'autre. Et là, on a une espèce d'intelligence de chacun qui se révèle à lui-même. Et ça provoque évidemment un tas d'étonnements, et cet étonnement, comme vous le savez, est le point de départ de la philosophie. Les Grecs commencent à philosopher dès qu'il y a l'étonnement. C'est-à-dire dès qu'il y a la question, pourquoi y a-t-il ceci plutôt que rien? Et là, on enclenche tout un processus théorique absolument extraordinaire. Alors moi, ma question, c'est pourquoi y a-t-il des villes plutôt que rien? Parce que ce truc bizarre qu'est la ville, et qui sera défini très tardivement du reste, on ne sait pas trop comment ça naît, comment ça se développe. Eh bien, les archéologues là, nous renseignent, parce qu'ils ont fouillé des sites qui avaient été urbanisés, et on est à peu près d'accord maintenant pour dire que les premières villes apparaissent sur Terre 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est relativement récent, une petite histoire, 3500 ans, plus 2022 années, vous voyez, ça fait donc en gros 5700, mettons 6000 pour simplifier. Donc c'est très court. Et dans cette période-là, évidemment, il va y avoir beaucoup de changements, je vais en mentionner quelques-uns. Et pour qu'il y ait de la ville, il faut qu'il y ait de l'agriculture. Ça, tout le monde est à peu près d'accord. Donc c'est le surplus agricole produit par quelque chose de nouveau depuis le néolithique, depuis 10 000 ans, avant Jésus-Christ, qu'on appelle l'agriculture. C'est-à-dire la domestication de certaines plantes, en particulier les céréales, et de certains animaux, en particulier les ovins, les bovins et tout ce qui entre dans un poulailler. Eh bien, là aussi, il y a des discussions de fond. Récemment est paru, j'étais content du titre, vous allez voir pourquoi, un ouvrage majeur que je vous conseille de lire de James Scott, qui s'appelle Homo domesticus. Et donc c'est pas par hasard. Et lui a une thèse d'une originalité inouïe. Il dit l'agriculture invente l'agriculteur. Alors ça c'est très fort, parce que tout d'un coup il y a une inversion par rapport à ce qui nous semblait à nous de bon sens. Les humains inventent l'agriculture, puis voilà, donc il y aura des agriculteurs. Non, non, lui il dit il faut quand même être assez bizarre pour passer de chasseur-cueilleur à agriculteur. Un chasseur-cueilleur consacre 2 heures par jour, c'est un calcul d'occidental d'aujourd'hui, hein, bien sûr, pas de l'époque, pour subvenir à ses besoins. Et tout d'un coup, il nomadise, et tout d'un coup, il se sédentarise, et puis là, il est bloqué 24 heures sur 24, 365 jours, 365 jours, pour s'occuper de ses animaux, pour s'occuper de ses plantations. Alors il dit, c'est quand même bizarre, il faut être un peu tordu, pour devenir agriculteur, c'est un métier impossible. Et donc, il considère, lui, et alors il fait une étude beaucoup plus poussée que celle que je suis en train de vous raconter, pour démontrer qu'on entre là dans quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la capacité à non pas s'émanciper, mais au contraire à multiplier les moyens de domination de soi-même, avec ensuite des lois, ensuite des règlements, ensuite une fiscalité, etc., etc. Et malheureusement, James Scott ne mentionne pas le phénomène urbain, alors moi je vais l'utiliser évidemment pour essayer de mieux expliquer ce truc-là. Ça, c'est une tendance des historiens de dire que la ville naît du surplus agricole. Il faut qu'il y ait une activité qui produise plus qu'elle ne coûte pour dégager un surplus qui peut financer 3 catégories
sociales, c'est un vocabulaire d'aujourd'hui, 3 catégories sociales qui n'existent dans aucune société rurale, à savoir les prêtres, les guerriers et les marchands. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est cette approche trinitaire, si vous voulez, d'une nouvelle société qui fonde la ville. Ce qui permet à un historien belge absolument remarquable, qui s'appelle Henri Pirenne, de dire que peut-être il y a l'agriculture à l'origine des villes, mais lui, il y voit autre chose, il y voit le commerce. Il dit la ville est la fille du commerce. Sans échange, il n'y a pas de ville. C'est-à-dire qu'une ville n'existe pas toute seule. On ne peut pas faire l'histoire de la ville, il faut faire l'histoire des villes en même temps. Des villes qui sont rivales, des villes qui vont se faire la guerre, des villes qui vont détruire d'autres villes, mais aussi des villes qui vont s'associer, se combiner pour essayer justement de maintenir leur puissance géographique, démographique, politique, économique, etc. Donc les villes ont une histoire courte qui tout de suite est adossée à 2 autres inventions humaines. La première, c'est l'écriture, et la deuxième, c'est la fiscalité. La fiscalité. Donc l'écriture, contrairement à ce que j'imaginais, n'est pas inventée pour écrire des poèmes d'amour, pas du tout, elle est inventée pour permettre la comptabilité. Et on va comptabiliser sur pied les agricultures qu'on peut observer et quantifier, c'est-à-dire les céréales. Donc c'est comme ça que ça marche. Et donc l'Égypte, la Mésopotamie, la vallée de l'Indus, les vallées fluviales d'Amérique latine ou de la Chine, c'est là où les premiers sites urbains les plus anciens apparaissent, et c'est là aussi où l'agriculture naît. Donc là, il y a des points de commun, là, des points de convergence qui sont très, très, très intéressants à saisir. Évidemment, ces 3 catégories dont je parlais, les guerriers, les prêtres et les marchands, vont être entourés de tout un paquet de serviteurs, d'artisans, etc., parce que la division du travail se met en place à ce moment-là, bien évidemment. Et donc les agriculteurs ont aussi acheté dans les villes des outils, par exemple, ou des vêtements, qu'auparavant, ils fabriquaient eux-mêmes. Donc on a tout un processus, rassurez-vous, je ne vais pas vous le décrire en détail, sinon on n'est pas couché, hein, mais il y a toute une série de choses comme ça qui surgit à ce moment-là. Et Homo domesticus explique aussi que pour qu'il y ait ces villes, il faut qu'il y ait de l'esclavage. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ouvrages de référence américains, ça je les mentionne dans mes livres, merci, je les mentionne dans mes livres, qui, à la louche évidemment, considèrent que jusqu'en 1800, dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'en 1800, à peu près 80 à 90% de la population était subordonnée. Ça, on ne m'a jamais dit à l'école. Hein. Je savais, bien sûr, ayant lu Platon et Aristote, je savais qu'ils étaient pour l'esclavage et que s'il n'y avait pas d'esclavage dans la Grèce antique, eh bien, il n'y aurait pas eu le rayonnement culturel incroyable des cités-États, comme par exemple Athènes. Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Platon, on évalue à 50% la population des esclaves. Sans esclaves, il n'y a pas de scolé. La scolé grecque, c'est le loisir, c'est-à-dire le moment pour rien d'autre que la connaissance de soi et d'autrui. Et pour se connaître soi-même et connaître les autres, ben, on ne travaille pas. Donc il faut bien que d'autres travaillent pour que la cité fonctionne. Quand je dis subordonné, c'est pas seulement des esclaves, ça peut être des systèmes castiques, comme en Inde. Et puis ça peut être aussi ce qui est dominant à cette époque, et encore aujourd'hui, la subordination des femmes. Donc on voit bien que si on plonge comme ça pour essayer de comprendre comment se constitue une civilisation, parce que les historiens vont dire que la naissance des villes, c'est la naissance de la civilisation. Avant, on a des sociétés de chasseurs-cueilleurs, on a des sociétés primitives, on a un vocabulaire un peu dépréciatif. Par contre, dès qu'on parle de ville, on dit alors là c'est du sérieux, c'est là où la culture va surgir. Parce que c'est la scolée grecque. C'est le loisir, ce que les latins vont appeler l'osium. La scolée, ne l'oublions pas, ça va donner école, schule, school. Hein, donc, c'est-à-dire quelque chose qui, après, a oublié sa racine étymologique.
Moi, j'ai été scolarisé à l'école, comme vous. J'ai jamais appris à me connaître ni à connaître les autres. Donc je vois bien qu'ils avaient oublié ce qui était à l'origine de la scolie grecque. Et il faut peut-être aujourd'hui, c'est pour ça que les universités populaires se développent, il faut à côté de ce truc dont je parlerai tout à l'heure, qu'on appelle l'école, l'institution scolaire, on réinvente quelque chose d'autre qui soit libéré des programmes, des notations, tout ce truc qui est un système d'encadrement que Yvon Illich va dénoncer, mais j'anticipe sur ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Donc, on a là quelque chose de majeur, me semble-t-il, c'est que l'organisation territoriale change. Mais attention, il change en facilitant la cohabitation. Nous avons encore des sociétés nomades aujourd'hui, au XXIe siècle. Au niveau démographique, malheureusement, très peu nombreuses. Mais à l'époque du début de l'agriculture sur Terre, la majorité des non-agriculteurs étaient des nomades, des bergers, des cueilleurs-chasseurs, etc. Donc on a la cohabitation. On a même des exemples de sociétés sédentarisées qui redeviennent nomades. Donc, il faut qu'on ait tout ça en tête pour bien comprendre du coup que certaines villes vont décliner. Parce qu'à un moment donné, si la population des villes s'en va, eh bien la ville s'en sommeille, et puis périclite, et puis meurt. Alors j'ai consacré un livre entier à cette question qui s'appelle « Mesures et démesures des villes ». Donc je vais résumer parce que ce serait trop fastidieux. Je me suis interrogé sur quelle était la taille des villes, vous voyez, parce que je lisais plein de bouquins, mais personne ne me le racontait. On disait, ben voilà, il y a eu Babylone, il y a eu Jéricho, bon, ok, j'arrivais un peu à les localiser, mais il y avait combien d'habitants? Eh bien, sur un très gros échantillon de à peu près d'un millier de sites urbains de l'époque de la Mésopotamie ou du Proche et Moyen-Orient ancien, on peut dire que les villes étaient peuplées de 2 à 3 000 habitants. Certaines arrivaient à 5 000 et certaines arrivaient à 100 000. Mais c'était assez exceptionnel. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que aujourd'hui, on est persuadé que ce qui prouve, ce qui explique l'urbanisation de notre pays qui est la Terre, c'est la multiplication des villes, d'une part, et leur importance numérique. Ça, on a un plaisir à faire des classements des villes les plus importantes du monde, 30 millions, 50 millions d'habitants pour certaines agglomérations. Donc, vous voyez, plus peuplées que certains pays, hein, bien sûr. Et là, on pense que c'est un phénomène irréversible, que toutes les villes qui naissent pour grossir. Alors, donc, dans ce livre, je fais cette étude un peu statistique, mais pas seulement, et je m'aperçois que dans toute l'histoire des villes, jusqu'en 1800, il y a peut-être au mieux 4 villes qui ont eu une population avoisinant le million, à leur âge d'or. Parce que chacune de ces 4 villes que je vais vous mentionner vont péricliter dans les siècles qui suivent. La première qui va être la plus peuplée, c'est Rome. Et là, les historiens sont en désaccord sur le chiffre de la population maximale de cette ville. Ça peut aller de 1 300 000, 1 400 000 à plus de 2 millions. La réalité doit être entre les deux. Comment peut-on calculer ce chiffre? Eh bien, il se trouve que les Romains avaient une administration et une fiscalité très précises, et donc tout le blé qui venait de l'Égypte et qui arrivait au port de Rome, à Ostia, était comptabilisé. Et donc, quand on a un tonnage, on traduit ce tonnage en kilos de farine, le kilo de farine en nombre de pains, le nombre de pains en nombre d'habitants. Donc, c'est un peu grossier, mais c'est à peu près ça. Et donc, Rome pouvait nourrir 1 million, 1,5 million d'habitants. La deuxième ville qui a peut-être eu 1 million d'habitants, c'est Constantinople. Mais qui, avant de s'appeler Constantinople, s'appelait Byzance. Byzance, comme nous avons un spécialiste de la Turquie ici, comme Jean le sait très bien,
Byzance vient peut-être du grec buzo, qui signifie resserré, parce que la géographie, évidemment, du Bosphore est resserrée, ou bien alors c'est un mot qui vient du thrace, notre langue grecque, busé, qui signifie rivage. Par la suite, cette ville va s'appeler Istanbul, comme vous savez, qui en turc signifie tout simplement là où l'islam s'étend. Alors, Constantinople a certainement eu 1 million d'habitants. Là aussi, on a des informations assez précises parce que c'est un système très bureaucratique avec une administration très sérieuse. La troisième ville, c'est Bagdad. À son apogée, Bagdad a dû, donc créée par Al-Mansour, a dû avoir aussi 1 million d'habitants. C'est une ville à un rayonnement considérable, mais qui va être à un moment donné en concurrence avec les villes islamiques espagnoles, qui emporteront le morceau au niveau culturel, Cordoue, etc. Donc c'est là où il y aura les grandes universités, les meilleurs médecins, etc. Bon, les juristes, les astronomes, etc. Et donc Bagdad va décliner. Bagdad reposait son économie sur la soierie, sur la soie. Du reste, il y a un mot français qui vient de Bagdad, c'est baldaquin. Le baldaquin, c'est un ensemble c'est une soierie posée sur un arc en bois qui encadre l'autre lit. Et puis la quatrième ville, c'est Xi'an, X-I'-A-N, qui signifie paix de l'Ouest en chinois. Et cette ville a eu à son apogée plus d'1 million d'habitants. Donc vous voyez, c'est quand même très peu. À partir de 1800, les affaires changent parce que nous sommes dans quelque chose de nouveau que certains appellent l'urbanocène et que d'autres appellent l'anthropocène. C'est-à-dire un changement d'ère géologique, pas seulement de période historique caractérisée par tel et tel type d'activité. Et je vous disais en préambule que le mot révolution industrielle que j'avais appris moi à l'école n'est plus du tout utilisé, les historiens s'y opposent de plus en plus, parce qu'il ne s'agit pas d'une révolution, il s'agit d'un processus assez lent, sur plusieurs décennies dans certains cas, et parfois sur plusieurs siècles. Si je prends un auteur américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lewis Mumford, il écrit dans Technique et civilisation, qui est un livre qui paraît en 1934, il écrit, et en 1951 en France, peu importe, il écrit que ce n'est pas la machine à vapeur qui est le point de départ de la révolution industrielle, c'est l'horloge mécanique. Et l'horloge est mise en place et diffusée en Europe par les cisterciens. Et les abbayes cisterciennes couvrent une géographie qui va du Portugal à la Hongrie. Vous voyez, c'est quand même excessivement étendu. Et là, c'est très très bien documenté. Et c'est l'horloge qui vient. Et alors l'horloge, c'est pas que l'horloge, évidemment. C'est le découpage de la journée en 24 heures homogènes, identiques. Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce que c'est aussi ce qu'on a dans notre tête maintenant. On croit qu'une heure vaut une heure, ce qui est absurde. Dans notre manière d'être au monde, une heure en très bonne compagnie, comme ce soir, peut durer jusqu'à, tu avais dit 24 heures tout à l'heure, ça bon, va durer longtemps. Bon, par contre, la veille l'attente d'un résultat médical ou scolaire, une heure c'est long, on veut tout de suite savoir. Bon. Eh bien, ça naît à ce moment-là, ça naît au XIVe siècle, à ce moment où l'organisation de la vie sociale va être temporalisée. Pas tout de suite, évidemment, parce que une horloge, ça coûte cher. Et donc il faut attendre des transformations dans la fabrication de l'horlogerie pour pouvoir la diffuser dans toutes les classes sociales. La montre à gousset d'abord et ensuite la montre à bracelet arrivera beaucoup plus tard. Mais n'empêche que dans la conception du temps, dans la manière de penser le temps, on a là une transformation qui va se faire très lentement. Parce que encore, on le sait par le cheval d'orgueil par exemple, hein, ou des livres comme ça, on sait que dans telle partie de la France, où la modernité est arrivée un peu plus tardivement, eh bien on continuait à avoir des métaphores temporelles qui renvoyaient au temps de confection de quelque chose, par exemple un plat. Voilà. Et donc, du coup, c'est des sociétés où il n'y a pas de rendez-vous.
C'est une société où il n'y a pas d'agenda. J'en ai beaucoup parlé avec Henri Corbin, que vous connaissez peut-être, qui est un historien extraordinaire des sensibilités, et il me disait, parce que j'ai commis un petit livre sur le temps qui s'appelle L'art de la sieste, et donc du coup, on a eu beaucoup de discussions avec Alain Corbin à ce moment-là, et il me dit, voilà un sujet de thèse qui manque. Il n'a jamais trouvé d'étudiantes et d'étudiants qui voulaient faire l'histoire de l'agenda. Et lui me disait, son père était médecin en Mayenne, jusque dans les années 65, 67, et il m'a dit, mon père n'avait pas de carnet de rendez-vous, n'avait pas d'agenda, enfin les gens y venaient, et ils attendaient, du reste dans une pièce qu'on a appelée la salle d'attente, puisque précisément, elle était destinée à attendre. Et puis c'était tout. Aujourd'hui, on est dans quelque chose d'incroyablement organisé, programmé. Une de mes doctorantes algériennes me racontait que lorsqu'elle est arrivée pour la première fois dans la cité universitaire, au début septembre, la première année où elle était installée en France, elle fait connaissance avec ses voisins, et qui lui disent, admettons que ce soit le 15 septembre, qui lui disent « Ah, est-ce que tu veux un billet pour tel concert de rock le 12 septembre ?» Et elle dit bah, « On est le 15. » L'autre il dit « Ah oui, non, mais on prend les billets maintenant pour l'année prochaine. » Alors elle était sidérée. Elle dit « Mais moi, l'année prochaine, je ne sais pas où je serai, je ne sais pas ce que je ferai. » Et donc cette appréhension du temps, j'insiste là-dessus parce que ce sera dans ma conclusion. L'importance des temporalités. On ne peut pas penser des territoires sans penser les temporalités. Les temporalités du vivant, bien sûr, les temporalités du jour et de la nuit, les temporalités des jours de la semaine, les temporalités des saisons, et puis notre chronobiologie, à nous, mais aussi la chronobiologie des arbres, des oiseaux, des fleurs, etc., etc. Donc, là, je reviens en arrière, la révolution industrielle, donc on raye ce terme, on les met dans les expressions toxiques, on est plutôt dans un processus de transformation qu'on va appeler le productivisme, et ce productivisme naît d'abord dans les campagnes, ne l'oublions pas. On va d'abord mécaniser le travail agricole, et après les manufactures, chronologiquement, y compris la machine à vapeur. Les premières machines à vapeur servent aux tracteurs, ne l'oublions pas. Et il y a des accidents, il y a des chaudières qui explosent. Ce qui fait que l'acceptation de la machine à vapeur, depuis son invention, va prendre 40 à 50 ans. Parce que beaucoup de gens seront réticents. Beaucoup d'industriels seront réticents. Donc là aussi, vous voyez, il nous faut corriger un peu quelque chose qu'on a tous en tête, de croire qu'il y a une succession de progrès techniques qui s'enchaînent presque logiquement. Non, non, non. Il y a non seulement des réticences, des résistances, mais il y a aussi des conflits. Les premières industries chimiques génèrent les premiers conflits environnementaux. Ça aussi, je ne l'ai pas appris à l'école. C'est bien après. Du reste, j'étais bien embêté de travailler sur les villes parce que jamais, dans aucun livre, on disait les villes ont une part d'ombre. Je parle des villes des livres du 19e siècle, hein, du début du 20e siècle. Après, maintenant, il y en a plein. Mais on n'intégrait pas cette dimension-là. On n'intégrait pas ce que j'ai appelé la loi de Paul Virilio, à savoir que tout progrès génère son accident. Et ça, c'est nouveau. C'est maintenant qu'on sait ça. Et maintenant, on sait que s'il y a une centrale nucléaire, il peut y avoir un Tchernobyl. S'il y a un immense paquebot, il peut y avoir le Titanic, etc., etc. S'il y a un Concorde, il peut y avoir un crash. Bon. Et donc, on ne saisit cette relation entre un progrès technique et son accident que depuis peu de temps. Généralement, on est plutôt fasciné par le progrès technique et on croit même qu'un progrès technique viendra corriger les imperfections du progrès technique précédent. J'entendais l'autre jour à la radio un dénommé Canfin, qui est un élu européen écologiste, pardon. Il n'est pas écologique, et qui disait cette bêtise, il faut mettre des milliards de l'Europe pour soutenir l'industrie automobile, pour lui permettre sa transition, vous voyez le mot transition, j'y reviendrai tout à l'heure, sa transition à fabriquer des voitures électriques. Voilà un type qui n'a rien compris. Il n'a pas compris que le problème c'était l'automobile, ce n'était pas qu'elle soit à vapeur. C'était que l'automobile c'est un système. C'est les autoroutes, c'est les garages, c'est les assurances, c'est les hôpitaux, c'est les handicapés, c'est tout ça, ça va ensemble. Et c'est une organisation temporelle et territoriale. Les villes s'étendent parce qu'on peut rouler, vous voyez, etc., etc. Donc si on dit
il y a un problème là écologique important, la pollution, l'émission de gaz à effet de serre par l'automobile à essence, eh bien on va la faire électrique. Et c'est réglé. Et généralement, bien souvent, dans des tas pour d'autres sujets, la réponse, elle est technique. Donc en fait, il faut questionner aussi la technique. Parce que la technique, alors ça, il y a des théoriciens qui s'y sont mis, évidemment. Je pense à Heidegger, qui est un des premiers à l'avoir fait, mais Jacques Ellul est venu, puis Illich, dont je vais vous parler, il faut pas que j'oublie, il faut que je vous en parle beaucoup même, va aussi s'intéresser à la technique. Alors je vais très vite sur les villes, quelques points de repère quand même. En 1900, il y a 11 villes millionnaires. En 1960, il y a 180 villes millionnaires. En 2015, il y a 530 villes millionnaires sur Terre. En 2030, c'est-à-dire demain, il y aura 750 villes millionnaires sur Terre, dont 150 rien qu'en Chine, avec comme moyenne 6,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, dans la littérature chinoise, dans le cinéma chinois, qui sont des moyens d'information pour nous, moi je ne lis pas le chinois, les sociologues, les géographes, malheureusement, sont souvent décalés par rapport aux romanciers ou aux cinéastes, qui perçoivent mieux des changements en cours. Aujourd'hui, il y a des romans chinois qui évoquent le fait que des villes doivent décroître, que des gens veulent des résidences secondaires pour passer un certain temps à la campagne, etc., etc. Donc tout d'un coup, des indices, ce sont des tout petits indices, mais qui nous disent que cette espèce de foi absolue dans la grossitude des villes est un réel problème. Nous, en France, on a eu un président qui s'appelle le président Hollande, qui a mis en place la réforme des régions. Donc il a réduit le nombre de régions, sans aucun débat public, sans aucune appréciation critique des régions existantes. On aurait pu faire un bilan, voir est-ce que ça avait été utile d'un point de vue social, d'un point de vue ceci, d'un point de vue là. Pas du tout, on dit bon, on passe à 13. La veille, je me souviens de ça, il y avait un téléphone sonne sur France Inter, la veille de la décision de 13 régions. Et le ministre, j'ai oublié son nom, ça n'a aucun intérêt, le ministre qui était chargé de ça, on lui pose la question, alors il y en aura combien de régions? Dites-le-nous. Il dit, je ne peux pas encore vous le dire, peut-être 14-15. Il y en a eu 13, donc lui-même n'était pas encore au courant. Bon. Et la deuxième partie de la réforme, c'était passer de 35 000 communes à 7 000. Et le même président a mis en œuvre ce qu'il a appelé la métropolisation. Et ça, c'est pour moi une catastrophe écologique, mais aussi une catastrophe existentielle. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, vous voyez, la question de la juste mesure de l'urbain est une vraie question. Pourquoi en France, on considère qu'une ville comprend 2000 habitants? C'est un débat qui a mis un siècle. Ça commence en 1740, et c'est en 1846 que la France décide d'appeler ville tout regroupement de 2000 habitants, à condition qu'aucun de ces habitants ne soit plus distant de 200 mètres de son voisin. Donc c'est pas une ville effilochée, c'est relativement compact. Et pourquoi 2000? Ils ont hésité, il y a eu plein de débats, là, je vais vite. Hein. Parce qu'avec 2000, c'est là où il y avait la plus grande diversité. Diversité en activité économique, en artisans, il y avait un juge, un avoué, un avocat ou deux, un médecin ou deux, etc. Donc, à partir de 2000 habitants, on avait là une unité territoriale qui permettait de satisfaire un certain nombre de besoins. Une notion de besoin, du reste, qui naît avec le courant de pensée et de penseurs qu'on appelle les idéologues. L'Estude de Tracy, par exemple, à Cabanis, etc. Bon, là aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais j'ai fait l'historique de cette notion de besoin, qui est une notion tout à fait nouvelle, qui va orienter l'organisation d'une société, et même l'organisation des écoles de cette société. L'école des mines, par exemple. Hein. Pourquoi? Pour répondre à tel besoin, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Vous voyez, c'est une autre question. Et voilà. Donc la question des besoins est une question décisive, évidemment. Et ça, c'est une invention occidentale. On invente des besoins. Le besoin de se nourrir, le besoin de se soigner, le besoin de dormir, des besoins. Et dans toutes les autres cultures, ça n'existe pas. Mais nous, on a cette idée-là, et à chaque besoin, on attribue
une réponse qui est une fonction. Nous sommes dans une société fonctionnaliste. Et si vous dites, j'ai pas de besoin, mais je peux éventuellement faire ceci ou cela, pour rien, on dira, ah ben non, ça va pas, là, non, il faut que ça corresponde à un besoin. Alors c'est là où je vais en arriver à Illich, mais je voudrais vraiment au pas de course quand même évoquer les désastres urbains, parce que c'est une partie de mon titre. Donc vous voyez, je fais d'abord la géohistoire de l'urbanisation planétaire. Je considère depuis longtemps que la Terre est urbaine, contrairement, vous voyez, à ce qu'on entend à la télé, en 2015, 42% de la population du monde est rurale, etc. Non, pour moi, 100% de la population est urbaine. Il n'y a que des urbains sur Terre. Mais tous ne sont pas citadins. Ça c'est une autre question fondamentale, mais j'y reviendrai peut-être. Donc, on est urbains, tous urbains. Et ce qui fait qu'on est tous urbains, c'est ce que j'ai appelé l'urbanisation des mœurs. C'est-à-dire un processus qui va diffuser des comportements alimentaires, vestimentaires, religieux, sexuels, etc., sur l'ensemble de la population. Et en faisant ça, évidemment, les distinctions entre ville et campagne disparaissent. Et l'on entre dans ce que certains vont appeler les non-villes et les non-campagnes. C'est ça les désastres urbains. C'est qu'on est dans quelque chose qui se généralise et qui homogénéise les paysages et qui précarise les territoires. Je suis venu ce matin depuis Le Havre en automobile, ce qui n'est pas très écologiste, je vous l'accorde. Et j'ai constaté, peut-être que je suis un peu déformé parce que je prends ça, évidemment, je me suis dit, tiens, j'ai pas tort, mes bouquins, c'est tout à fait ça que j'observe par la vitre de ma voiture. C'est une homogénéisation, les mêmes pavillons, les mêmes supermarchés, etc., tout pareil, partout. Les mêmes panneaux, les mêmes mobiliers urbains, etc. Bon, les mêmes trampolines dans les jardins de ces mêmes pavillons. J'avais écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Le toit, seuil du cosmos. C'était une géohistoire du toit et la symbolique du toit. Parce que à cette époque des années 20 et 30, où on crée le musée des arts et traditions populaires en France, des géographes font une enquête pour montrer qu'il y a une diversité de formes de toits et de revêtements de toits. Et ils font même des cartes de France dans laquelle on aura la France de la Chaume, la France de la Tuile romaine, la France de l'Ardoise, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Et à l'échelle planétaire, c'est encore pire. Nous n'avons plus que deux formes de toit. Un toit plat, pauvre, c'est une tôle ondulée, riche, c'est une terrasse. Ou un toit à deux pentes. Peu importe qu'il y neige, peu importe qu'on y fasse ou non sécher des condiments. On n'a plus que deux formes de toit. Et moi, dans mon livre, évidemment, je parle de l'étymologie souvent. Et donc le mot toit, il a la même racine étymologique que texte, que tissu, que tissage, que tuile. Vous voyez, tous ces mots sont parents. Parce que dans la Grèce antique, quand un couple se constituait, eh bien, on lui offrait un drap nuptial pour se protéger du regard des autres dans leur étreinte. Donc vous voyez, cette protection du toit, c'est la même chose pour le textile. Vous voyez, donc il y a toute une parenté qui est excessivement riche. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique fondamentale qui diffère d'une culture à l'autre, qui est aujourd'hui totalement appauvrie, puisqu'on a une forme de toit, mais on ne sait pas du tout à quoi elle correspond. Et là, je ne rentre pas dans le détail des toits japonais, des pagodes, etc. Je n'ai pas le temps. Mais où, évidemment, ça a du sens. Ce n'est pas par hasard que c'est fait comme ça, bien sûr. Donc, dans Désastres urbains, je repère et j'analyse 5 dispositifs architecturalo urbanistiques. J'en prends 5. Je prends le grand ensemble. Parce qu'on est en France, et je voulais comprendre cette exception française. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des villes sont détruites, et puis aussi, il y a une croissance économique, un redémarrage qui se fait avec le plan Marshall, et donc il y a un exode rural plus important, et il y a une demande de logement. Donc il y a une crise de logement, la presse met ses gros titres, une crise de logement. Donc des gens qui gagnent leur vie, qui sont ouvriers ou cadres, ne trouvent pas de logement. Donc on en construit. La France est l'exception par rapport à la Hollande, à la Belgique, à l'Italie, à l'Allemagne, etc. On construit des grands ensembles, dont on est très fiers. Alors,
c'est Rotival qui utilise le mot pour la première fois en 1935. Enfin, je passe tout ça, sinon j'irais. Bon, c'est quelque chose qui est passionnant, l'histoire du grand ensemble. Le grand ensemble, c'est là où on n'est pas ensemble. C'est pour ça que ça m'intéressait à ça. Le grand ensemble, c'est une non-ville à côté d'une ville, d'une petite ville. Parce que souvent, c'est une petite ville qui a un foncier disponible. Alors, on y installe un grand ensemble, c'est-à-dire des tours et des bars. Sans rue, sans voirie, sans adresse. On est au bloc 24A. Patrick Bouchat, qui est un de mes amis, qui est architecte que vous connaissez peut-être, a débuté sa carrière dans les années 60 chez un architecte dont je dirais le nom, qui était un fabricant de grands ensembles. Et lui, tout jeune, avec d'autres, ils disent, alors, monsieur, là on a le plan masse, mais on commence par où? Alors il sort les clés de sa Jaguar, il lance ça, et ça tombe sur le plan. Il dit, on commence là. C'est-à-dire que l'orientation, l'ensoleillement, le rapport au bruit, le rapport au sol, au dénivelé, etc. Un grand ensemble se met n'importe où. Du reste, ce sont les mêmes en construction. Et ces grands ensembles sont des normes fonctionnelles pour répondre à des besoins. Mais comme on le répond pauvrement, on qualifie ce logement de social. Moi qui suis philosophe et qui travaille beaucoup sur la maison, sur l'abri, parce que je suis un bachelardien convaincu, pour moi le logement, ça ne peut pas être social. Un logement, c'est un logement. Dès qu'on invente un logement social, un logement d'urgence, un logement, c'est qu'il y a un truc. C'est un truc qui ne va pas. C'est que là, il y a une population dont on se contrefout, une population qu'on méprise, et puis on dit, bah, ça leur suffira pour eux. Non. Et puis on les empêche, cette population, éventuellement même d'autoconstruire. L'autoconstruction est pénalisée. Et il y a eu des mouvements, le mouvement Castor en France qui a fait des choses admirables, mais souvent c'est raconté de manière péjorative. C'est dire, ah vous avez vu, c'est moche ce qu'ils font. Comme si un grand ensemble était bon. On n'a jamais vu. J'ai interrogé, il y a longtemps, je dirigeais l'art urbanisme à l'époque, j'ai interrogé François Bloclenet, qui était le patron de la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire un des promoteurs du logement social. Et il me dit, j'étais effondré par la nullité des architectes de l'époque, tous Grand Prix de Rome. Parce que les exercices dans les écoles d'architecture à l'époque, c'était une station thermale, c'était un casino, vous voyez, c'était des choses comme ça, jamais un logement. Et donc, il a organisé des voyages, on est en 1954-55, il a organisé des voyages où il emmenait des architectes très renommés en France, en Belgique, en Angleterre, en Suède, en Finlande, voir des architectures de logements collectifs. Mais bon, ça ne les a pas trop inspirés. Ils sont revenus avec Sébar et Sétour. Et par la suite, lorsqu'il y a eu tellement... Alors, parce que Sébar et Sétour étaient peuplés, là maintenant il y a plein d'études, c'est très très bien documenté, étaient peuplés d'une population mixte, sociologiquement parlant, majoritairement française, de gens qui travaillaient, qui avaient un boulot. On était dans ce qu'on a appelé à tort, mais peu importe, les 30 Glorieuses. Après, on a compris que c'était les 30 Piteuses, mais à l'époque, on croyait que c'était les 30 Glorieuses, donc on disait c'est super. Et puis, quand ces gens-là, à un moment donné, ont décidé de faire construire, pour avoir leur maison, leur pavillon, eh bien, on n'a pas trouvé d'autres Français à mettre dans ces grands ensembles, alors on a mis la population immigrée. Ça tombait bien, c'était elle qui avait construit ces grands ensembles, d'une certaine façon, donc c'était un peu à retour. Mais ça a créé une ségrégation et tout un paquet de problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Parce que ces quartiers n'étaient pas reliés au centre-ville. La ligne de bus n'allait pas jusqu'au grand ensemble. Là, je pourrais rentrer dans le détail, il y a 750 grands ensembles, on les connaît assez bien. Et la réhabilitation des grands ensembles s'est faite d'abord en cassant des morceaux du grand ensemble, et puis en y ajoutant une voirie, c'est-à-dire des rues, avec un nom. Alors là, évidemment, ça dépendait de l'imagination de l'élu du coin, donc ça pouvait être rue des Sapins, rue des Chênes, même il n'y en avait pas, mais ils s'en foutaient. Un autre était plutôt rue Mozart, rue Chapin, bon, voilà. Mais un paysagiste, Bernard Lassus, un jour comme ça, et on
lui demande à Saint-Nazaire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Enfin, il se promène dans la ville. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer en tant que paysagiste pour améliorer la qualité de la ville et la qualité de la vie des gens? Il dit, faites le nécessaire pour que le nom de la rue corresponde à ce qui s'y déroule. Par exemple, il y a une rue des sapins, planter des sapins. Mais pas un bêtement aligné, comme ça, plein de sapins. Bon, il n'a pas été entendu. Je pense qu'il avait raison. Donc, vous voyez, la toponymie est un élément constitutif de notre rapport au lieu. C'est pareil pour la campagne. Dès qu'on fabrique un remembrement, c'est-à-dire en ce moment, dès qu'on supprime les haies, dès qu'on comble les fossés, la toponymie devient muette. Elle ne nous dit plus rien. Chemin de l'Anou, chemin de la Mare. Et vous dites, bon, avec un champ gigantesque, avec un énorme tracteur bientôt robotisé. La toponymie, c'est quelque chose de crucial dans une ville. Alors, je laisserai ça de côté parce que je le reprendrai aussi en conclusion. J'ai plusieurs choses à reprendre en conclusion. Et donc, le grand ensemble, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Le plus connu, c'est le Corviale à Rome, qui fait 1 km de long. C'est impressionnant comme ça. Bon. En France, c'est à Nancy, il y en a 2 qui s'enchaînent, un de 400 mètres et un autre de 300 mètres. Ça fait quand même 700 mètres. C'est quand même le haut du Lièvre à Nancy. Bon. Le grand ensemble est donc un échec. C'est donc un désastre. C'est ça que je vous l'ai dit. Ensuite, je prends le centre commercial. Bon, alors, c'est pas à vous que je vais faire un dessin à Saint-Étienne, là vous êtes encerclés. Donc le centre commercial, c'est la fin des villes. Le centre commercial, ils sont construits partout au monde aujourd'hui. Il y a même un tour opérateur turc qui, en Turquie, propose comme voyage, comme excursion, le tour des centres commerciaux turcs. Et ça ne désemplit pas. Les enfants offrent ça à leurs parents pour leurs 30 ans de mariage. Vous voyez, alors ils sont contents, ils partent 4-5 jours, ils font le tour des supermarchés de Turquie. Hein, on dit qu'Erdogan, sa politique, c'est construire une mosquée et construire un centre commercial. C'est comme ça qu'il achète la paix sociale et qu'il contrôle entièrement son pays. Il faudrait vérifier, rentrer dans le détail, mais à l'échelle planétaire, parce qu'il faut qu'on se désoccidentalise. Pas seulement, il faut pas seulement écologiser notre esprit, il faut se désoccidentaliser. Donc aux Philippines, en Indonésie, le nombre de centres commerciaux, c'est considérable. Et ils sont tous de plus en plus grands, de plus en plus, comment dirais-je, pervers. Parce que le centre commercial se fait passer pour un centre culturel. Il y a des annexes de musées, il y a des concerts, il y a des expositions. Donc on a l'impression que là, on est dans quelque chose qui fait ville. Alors, je raconte l'histoire du centre commercial, parce que, mais très vite, rassurez-vous, c'est Victor Gruen, un Autrichien, qui fuit l'Allemagne nazie, qui vient en France comme beaucoup d'anti-nazis autrichiens ou allemands. Et puis arrivé en France, ils sont très mal reçus. Là, ce serait une thèse, enfin un livre à faire. Pourquoi on les reçoit si mal? C'est pas très bien occupé sous le Front populaire, on s'est pas très bien occupé des républicains espagnols, mais Hannah Arendt, par exemple, elle vient en France et parle le français. Walter Benjamin vient en France, il parle le français. Fritz Lang, il parle le français. Ils veulent tous travailler en France. Rien n'est fait pour eux. Donc, vous voyez la perte culturelle pour nous. Bon. Et ils vont aux États-Unis, et là, Gropius, on lui donne, vous dirigiez le Bauhaus. Eh ben, tenez, vous dirigez l'école d'architecture aux États-Unis. Alors Victor Gruen, il arrive, et il faisait des boutiques à Vienne. Et donc là, il trouve qu'il est engagé par un architecte, et puis il découvre l'Amérique, et là il est sidéré, il dit l'Amérique n'a pas de ville à part New York, Los Angeles, mais ce n'est pas forcément des vraies villes pour lui, européen. Et donc il dit les Américains sont perdus dans la suburb. Et donc je vais leur fabriquer une ville pédestre. Pour ça, je vais faire des grands parkings, on pose sa voiture, et ensuite on entre dans une ville fausse, qui ressemble à une vraie ville, qui est le centre commercial, avec des terrasses de café, avec des plantations, avec évidemment des escalators, l'air conditionné, tout ça. Et le premier
centre commercial qu'il imagine va être ouvert à côté de Détroit en 1956, et il a dedans des services sociaux et l'armée du salut. Mais les suivants, non. Les suivants seront entièrement dédiés à la marchandise. Et ce Victor Gruen, c'est même étonnant dans l'histoire de sa vie, c'est qu'il revient en Autriche, quand il a 62, 63 ans, quelque chose comme ça, et il refait des boutiques de rez-de-chaussée, alors qu'il a beaucoup gagné d'argent en faisant des centres commerciaux, qu'il dénigre à ce moment-là, et il crée la première école d'architecture au monde consacrée à l'écologie. Vous voyez, c'est quand même des parcours, comme quand il ne faut pas désespérer. Il a pu être méchant à un moment donné, construire le truc qui a tué les villes, puis après, voilà, il y a une sorte de rédemption. Mais quand même, malheureusement, il a eu beaucoup de disciples qui n'ont pas fait ce parcours, et les centres commerciaux, alors moi je joue sur les mots, mais vous allez voir, c'est pas du tout jouer sur les mots, c'est la réalité. C'est que le centre ancien se périphérise, et le centre périphérique se centralise. Le nouveau centre-ville, c'est le centre commercial, c'est là où il y a le multiplex, c'est là où parfois il y a même Pôle emploi, c'est là où il y a l'hôpital, c'est là où... Donc on a tout d'un coup une espèce de transformation de la géographie urbaine, l'ancien centre périclite, et ce qui était sa périphérie devient le nouveau centre. Et donc c'est là où là où tout se passe. Donc évidemment, je joue sur les mots en disant que le centre commercial est contraire au commerce. Au centre du XVIIe siècle, c'est-à-dire de la conversation, de l'échange. Le troisième désastre, c'est le gratte-ciel. J'ai écrit un livre entier là-dessus qui s'appelle La folie des hauteurs, donc je ne vais pas rentrer là dans le détail. Le gratte-ciel, je fais l'historique taratata. Bon, c'est ce qu'il faut retenir pour moi, c'est qu'il est énergivore. Voilà. Il n'y a pas de gratte-ciel vert. Ça n'existe pas. Le gratte-ciel est une impasse en hauteur. Ça ne fait pas ville, ça ne pourra jamais faire ville. Il faut s'appeler Jean Nouvel pour faire croire que j'habite au 120e, je vais plonger ma tête dans la piscine au moins 12e, je remonte au 40e où il y a un petit troquet sympa, etc. Moi j'ai eu des débats avec lui, il osait me dire que l'espace public, c'était l'ascenseur. Je pense qu'il n'a jamais pris l'ascenseur. Moi je prends l'ascenseur, je dis « Bonjour monsieur, dame », personne ne me répond. Ils doivent croire que je viens pour mendier, peut-être. Je dis « Bonjour monsieur, dame », personne. Je sors, je dis « Bonne journée », personne ne me répond. C'est pareil dans les centres commerciaux, je m'en vais, je dis merci, tout le monde s'en fout. Donc, le gratte-ciel, j'ai entendu les écologistes à Rennes me dire que c'était ça qu'il fallait faire parce que ça empêchait l'artificialisation du sol et ça densifiait. Ça, vous voyez, c'est une absurdité, c'est comme la voiture électrique. Le gratte-ciel, non, on est tous des terriens, on marche, on déambule, on veut être au contact du vent, de la pluie, on a des parcours qui sont changeants, labyrinthiques, on n'est pas dans un truc qui monte et qui descend en permanence, c'est absurde. En plus à l'air conditionné. Bon, donc je passe là-dessus, vous avez compris. Ensuite, je prends la gated community, l'enclave résidentielle sécurisée. Premier produit immobilier en France. Personne ne le croyait il y a 20 ans. C'était un truc américain. Là aussi, j'en refais l'historique, ça naît en France, bah bon, je passe parce que sinon. Donc vous voyez, ce sont des enclaves résidentielles sécurisées, c'est-à-dire ce sont des ensembles qui n'ont qu'une porte, d'où le titre, gated, hein, il n'y a qu'une porte d'entrée qui est vigilisée, qui est vidéosurveillée, il y a une barrière, on ouvre et qu'on ferme, vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas patte blanche, hein, c'est-à-dire si vous n'allez pas avoir quelqu'un qui a prévenu le gardien que vous alliez venir la voir, etc. etc. Donc cette gated, la voici, c'est ce qu'il y a sur la ville, qui est cette planche. Bon, moi j'arrive à pied ici, je ne peux pas pénétrer, donc je dois contourner. Donc là, tout d'un coup, il y a une confiscation de l'espace public, accessible à tous, gratuit. Je dois le contourner. Vous voyez, c'est absurde, c'est une sorte de mainmise, c'est le titre d'un documentaire paru chez Arte qui s'appelle Mainmise sur la ville.
dans lequel je figure. Enfin, je l'ai mal filmé, mais enfin bon, peu importe. Elle nous montre le quartier conçu par Ikea à Londres. Oui, parce que ça aussi, c'est des choses qu'on oublie. On pense qu'une ville se fait par petits bouts, tout ça. Non, il y a des développeurs. Hein, et puis, ces développeurs, ils viennent avec les mêmes enseignes. Tout d'un coup, vous n'avez plus qu'une boulangerie. C'est Paul. Etc., etc. Vous n'avez plus qu'un chocolatier. Vous voyez, imaginez ça, à Saint-Étienne. Un chocolatier, Jacques de Bruges. Tous les autres, foutus. On les tue parce que on n'en veut pas. Donc, la gated community, c'est l'entre-soi. C'est une population qui a le même niveau culturel, le même niveau de revenu, et il y a des gated community pour tous les prix. Dans un jury d'une thèse excellente, à la Sorbonne il y a quelques années, l'étudiant a travaillé sur 219 gated community à Los Angeles, donc un échantillon tout à fait intéressant, et il avait repéré une gated community que pour Coréens, une autre que pour Japonais, une autre que pour Noirs de la middle class, une autre que pour Français, enfin, pardon, il n'y avait pas, que pour Américains non-fumeurs et aimant les chats. Ouais. Donc on a un habitat à la carte, si vous voulez. Et en France, ce qui marche le mieux, c'est les seigneuriales. Les ensembles pour seniors qui sont à moitié médicalisés. Je comprends bien l'avantage, bien sûr, parce que il y a une infirmière qui est là, il y a un masseur kinésithérapeute, etc. Il y a un médecin qui vient régulièrement. Bon. Donc c'est pas mal. Mais ça ne fait pas ville, évidemment. Donc la gated community, on en construit partout au monde, pas pour les mêmes raisons. En Chine, c'est pour une question de standing. Mon adresse est une adresse de gated community, ça veut dire que je suis de telle catégorie sociale, je gagne tant d'argent. C'est pareil pour le Caire ou pour Istanbul, il y en a énormément. Par contre, en Amérique latine, où il y a effectivement une violence urbaine, avec réellement des kidnappings et des demandes de rançon, c'est un moyen de se protéger. Vous voyez, là encore, je ne jette pas la pierre, j'essaie d'analyser, de comprendre, et puis de voir en quoi ça peut être intéressant ou pas. Le dernier de mes 5 impératifs, des dispositifs, pardon, c'est les grands projets. Les grands projets utiles. À l'époque où j'écris ce livre, tous les aéroports, les 17 000 aéroports dans le monde, tous étaient en travaux pour ajouter une piste, ou 2, ou 3. Et un centre commercial, évidemment. Bon, tous. La Covid a surgi et a modifié les choses. Je crains que ce n'est qu'une petite pause. Roissy redémarre. Donc, si en France il redémarre, ça veut dire que en Indonésie, etc., tout ça, ça va redémarrer. Donc, j'analysais ce que vous appelez dans vos documents ici l'hubris, c'est-à-dire la démesure. C'était ça, les 5 dispositifs qui sont des désastres. Et ma conclusion, c'était de chaque chapitre, c'est que chacun de ces dispositifs suscitait, générait l'enfermement et l'appauvrissement. On est enfermé dans l'ensemble commercial, on est enfermé dans la gated community, on est enfermé dans le gratte-ciel, et l'appauvrissement parce qu'on est privé de ce qui faisait la diversité d'une société urbaine. Et mon livre, je le fais précéder d'une phrase très belle que je tiens à vous lire, de Maurice Blanchot. Le désastre ruine tout en laissant tout en l'état. Vous, c'est possible, c'est ça? Oui, non, ça va pas là. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, là, j'ai accéléré parce que je voulais vous parler de nos territoires à nous, comment la banlieue totale, comme dit Bernard Charbonneau, se génère partout. Pour ça, je ne vais pas le faire. Mais quand même, des journalistes m'ont dit, vous critiquez tout, pas tout à fait vrai, mais vous ne définissez jamais la ville. Alors, il a fallu que je me creuse les ménages, et j'ai proposé que la ville était l'heureuse combinaison de 3 qualités: l'urbanité, la diversité et l'altérité. Une des qualités vient à manquer, l'esprit de la ville disparaît. L'urbanité est un terme qui n'existe pas en grec, c'est Cicéron qui l'utilise le plus dans la langue latine.
il sera introduit en français par un grand latiniste qui s'appelle Guez de Balzac au XVIIe siècle, mais enfin bon, je laisse ça de côté. L'urbanité, pour Cicéron, c'est la maîtrise de la langue. Je parle tellement bien le latin que je vais servir d'interprète à ceux qui le bafouillent, à ceux qui le parlent avec un accent ou mélangé de patois, etc., ou qui ne le parlent pas du tout. Donc, l'urbanité, c'est cette qualité d'accueil de l'autre, de politesse envers l'autre, et de l'aider à prendre la mesure d'une ville qu'il ne connaît pas. Donc, quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un, encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très poli et qui est très attentionné. J'espère que nous sommes tous urbains dans cette salle. Donc, l'urbanité, vous voyez, c'est une qualité essentielle. Ça a été dévoyé par la suite par des architectes, des urbanistes, des aménageurs, des élus, qui parlaient de l'urbanité d'une rue, par exemple. Non, ça c'est l'aménité d'une rue, c'est autre chose. Enfin, la diversité est une ville là où la diversité est la plus grande. Diversité en activité, en âge, en culte, en ethnie, en langue, en coiffure, en vêtements. Vous voyez, plus c'est divers, mieux c'est. À la fin de l'Union soviétique, en 1991, on a dénombré 100 000 villes mono-industrielles. Les 100 000 périclitaient, comme Détroit. Parce qu'elles ne reposaient que sur une, ou quelques autres, mais une activité principale. Donc la diversité est la garantie de votre pérennité. C'est vraiment qu'on sous-estime souvent, parce que souvent, à cause du zonage, à cause de cette invention absolument débile de zoner les territoires, on va les spécialiser. Non à la spécialisation. Moi qui suis professeur des universités émérites, c'est-à-dire vieux, en français d'aujourd'hui, c'est un métier que j'ai aimé passionnément, mais je me battais tout le temps contre mes collègues, contre l'administration, qui était toujours dans l'absurdité de la spécialisation. Avec, évidemment, comme argument, la pluridisciplinarité. Parce que ça, les gens n'ont pas peur du ridicule. Hein. Ils emploient des mots et ils ne la mettent pas du tout en pratique. Et donc c'était ça. Il fallait former des gens très spécialisés qui répondaient à la demande du marché local d'emploi. Et moi, j'avais beau siéger au conseil d'administration de Paris 12, j'étais à Créteil, et je disais, moi j'ai fait une enquête auprès de mes anciens étudiants, aucun ne travaille dans le Val-de-Marne. Ah oui, mais le problème de l'emploi est crucial. Je dis, mais non, mais même le problème du métier. Il faut un métier qu'ils n'apprendront pas ici. D'abord parce que nous, on leur enseigne des trucs qu'on a appris nous-mêmes il y a 25 ans, donc ça ne leur sert pas à grand-chose. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut supprimer les années... Enfin bon, bref. J'avais candidaté pour être président, je n'ai pas été... C'est dommage, parce qu'on aurait pu faire une fac expérimentale, peut-être. Mais j'en doute. Donc, la troisième qualité, c'est la plus difficile, c'est l'altérité. C'est un terme très difficile en philosophie, parce que c'est ce qui est autre, ce qui nous étonne, ce qui nous paraît étranger. Mais l'étrangeté de l'autre est la garantie de nos propres différences. D'un point de vue philosophique fondamental. Et là, un auteur majeur, c'est Georges Simmel, auteur allemand de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui a écrit un texte magnifique qui est Digression sur l'étranger, dans lequel il explique que l'être humain est l'être frontière qui n'a pas de frontières. Une formule absolument extraordinaire. Je n'ai pas le temps de la commenter, je vous la laisse, hein, comme ça, en jachère. Mais elle est très forte. C'est-à-dire que... et lui ne parle que de l'être humain. Moi, dans l'altérité, je mets l'être vivant. Vous voyez, tout ce qu'on peut apprendre d'un arbre ou d'un oiseau, ou d'un renard, ou d'une fourmi ou d'un cafard, on n'est pas habitué à vivre de cette manière-là. Et pourtant, il nous faut reconnaître cette altérité. Vous avez lu certainement, j'imagine, Aldo Léopold, ce grand livre, l'Almanach du côté des sables. Dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Penser comme une montagne ».
Et donc je crois qu'il nous faut apprendre à penser autrement, c'est ça l'altérité. Penser comme un lièvre qui s'enfuit devant nos phares qui l'éblouissent sur une route, penser comme une rivière. Du reste, si j'ai 5 minutes, je parlerai des rivières à Saint-Étienne, parce que elles sont sous-estimées, c'est ça qui est dommage. Alors, voilà les désastres urbains. Mon livre sort en 2015, je le réédite en 2019, je reprends mes 5 dispositifs, et là je suis sidéré, toutes les situations se sont aggravées. Jamais on n'a autant inauguré de gratte-ciel dans le monde. Et Dubaï, tout à l'heure, c'est un pompon, parce que le sable de Dubaï est impropre à la fabrication du ciment et du béton. Donc on l'apporte d'Australie. Vous voyez, le cheminement du sable qui part d'Australie, qui arrive aux Émirats Arabes Unis ou à Dubaï pour construire, ou en Arabie Saoudite pour construire des gratte-ciel. Bon. Le gratte-ciel, en plus, si vous voulez, il y a un livre que je vous recommande si vous avez un peu de temps, c'est La dimension cachée de Edward Hall, H-A-2-L. C'est un livre déjà très ancien, du milieu des années 60, La dimension cachée. Et il invente un terme, la proxémie. La dimension cachée, c'est la distance qu'on accepte culturellement avec les autres. Il y a des cultures où on ne se touche pas la main, on se salue de loin comme ça, et c'est très poli. Il y en a d'autres, on s'embrasse tout de suite, plusieurs fois, on se tape sur l'épaule. Donc cette proxémie, elle va définir une distanciation culturelle. Et la forme d'un habitat doit intégrer cet éventail de distanciation de chacun. Donc avant de construire, on devrait déjà faire une étude proxémique. Parce que ça, c'est culturel. Et nous, on dit, non, il y a un grand ensemble, c'est pour tout le monde. Ah oui, mais là, c'est des familles, traditionnellement, il y a 8, 9 enfants. À 3 pièces, c'est pas forcément top. Il y a peut-être une polygamie dissimulée. Il y a peut-être... Non, voilà. Vous n'êtes pas à plaindre, vous avez trouvé un logement. Mais le logement, comme ça, est quelque chose de standardisé. Il y a même eu un gars qui a eu un gros succès, qui s'appelle Le Corbusier, enfin, ça, j'en parlerai pas trop. Vous connaissez Fermini, donc ça va. Qui avait inventé le modulor. Il y a une taille standard, vous voyez. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. La manière d'être au monde ne passe pas par un nombre de centimètres, mais par toute une épaisseur corporelle, sensorielle, imaginaire, symbolique. Vous voyez, on est dans tout à fait autre chose. C'est terrible de vouloir normer, normaliser, etc. Donc j'en arrive à Ivo Illich. D'accord? Donc Ivo Illich, alors donc je saute tous ces trucs-là. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un homme que j'ai eu la chance inouïe de connaître. Je dis c'est une chance inouïe parce que chacun d'entre vous et chacune peut y réfléchir. Quelles sont vos grandes rencontres, hein. Moi à l'époque, j'étais directeur littéraire des éditions La Découverte, qui avait succédé à Maspero. Je rencontrais quand même des auteurs majeurs, hein, comme Pierre Vidal-Naquet, comme Étienne Balibar, comme un économiste Pierre Salama, un anthropologue comme Marc Auger, etc. Donc vous voyez, des gens, moi j'étais tout petit, impressionné, etc. Et puis je rencontre Ivo Illich, alors là j'étais surimpressionné. Non seulement parce qu'il parle 14 langues, mais parce qu'il avait une intelligence en éveil, si vous voulez, en permanence. Et il n'avait pas d'appartenance disciplinaire. Ça aussi, j'ai vu que c'était une liberté d'esprit incroyable. Et donc, je le connaissais, bien sûr. Il est né en 1926 à Vienne, il est mort en 2002 à Brême, il y a donc juste 20 ans. Et il est prêtre, c'était un point très important, il ne faut surtout pas oublier. Il est prêtre, et la première, il est brillantissime. Au Vatican, on considère que il a le profil d'un futur pape, ou du moins d'un prélat excessivement important dans la hiérarchie vaticane, et il fuit tout de suite ça. Et il dit, je vais aller
faire une thèse sur les alchimistes à Princeton, où il y a Jacques Maritain qui enseigne et qu'il avait connu à Rome. Donc on le laisse partir. Puis arrivé à New York, il va chez des amis de sa famille pour être hébergé, et c'est dans un quartier où il y a de plus en plus de portoricains. Et donc il va voir l'archevêque de New York qui dit « Confiez-moi une paroisse avec des portoricains ». Et l'autre qui avait des informations sur Illich, il dit un mec prometteur et tout, un curé de paroisse, bon, il accepte. Et Illich devient le curé d'une paroisse au nord de Manhattan. Et il apprend évidemment le portoricain, il apprend aussi le slang, c'est-à-dire l'argot new-yorkais. Ça vient s'ajouter aux autres langues qu'il connaît déjà. Et là, pendant 3 ans, il essaie de rendre visible la population portoricaine qui est employée de maisons, qui s'occupe des canalisations, enfin qui fait tous les petits boulots qu'aucun New-Yorkais qui n'existe pas, puisqu'ils sont soit irlandais, soit italiens, etc., ne veut faire. Et il avait, avec l'appui de Fordham University, qui est la grande université jésuite à Manhattan, il réussit à les convaincre à faire une fête des portoricains. Donc les portoricains sortent de Londres une journée, comme ça, un dimanche. Il y a une messe, bien sûr, mais c'est une fête, parce que ça étonnait beaucoup à ce qu'il n'y ait pas. La messe, c'est un prétexte. Il y a des dégustations de spécialités culinaires, etc., portoricaines dans les rues. Comme il y a la journée des Italiens, la journée des Chinois, etc., là, les portoricains créent leur journée. Et c'est un succès. 35 000 personnes sont là. Un succès absolument extraordinaire. Et ce qui fait que, du coup, il a une complicité avec le Porto Rico, qui fait que 3 ans plus tard, il est nommé vice-recteur de l'université de Ponce à Porto Rico. Et donc là, il arrive et il dit c'est pas normal, les curés qui viennent de partout, sauf de Porto Rico, dans les paroisses new-yorkaises ou ailleurs aux États-Unis, où il y a des migrants, ne parlent jamais la langue des migrants qui sont majoritaires dans leur paroisse. Donc, je vais créer un centre interculturel de formation, le CIF, où je vais former à l'apprentissage de la langue espagnole les prêtres, les religieuses, ou les travailleurs sociaux qui plus tard travailleront avec cette population. C'est très très mal vu par le haut du clergé réactionnaire à Porto Rico, et Ivan Illich est contraint de s'en aller. Il s'en va, non mais je peux pas trop aussi, enfin, c'est important de raconter un peu qui est qui quand même. Et il s'en va en un mois de retraite dans un monastère en Algérie qui avait été créé par Charles de Foucault. Et bon, dans cette abbaye, il médite, il réfléchit, il revient à New York, et là il prend un billet d'avion pour Santiago du Chili, et il remonte de Santiago du Chili au Mexique à pied, en stop et en bus. Et là il croise des gens, il rencontre des gens, un peu comme certaines et certains d'entre vous ici, vous voyez, au niveau des transitions, on va voir on a ouï dire à tel endroit, ils font tel truc là. Donc lui il fait ça. Donc il rencontre par exemple un pédagogue qui s'appelle Paulo Freire. Oui, il rencontre un évêque des pauvres, la père Elter Camara, vous voyez, des gens comme ça. Et puis là, du coup, il faut qu'il apprenne le brésilien, parce qu'il ne parlait pas le brésilien encore. Donc il apprend le brésilien. Et puis voilà, donc il met plusieurs mois à remonter comme ça. Et puis là, aux États-Unis, il entend le lancement de l'Alliance pour le Progrès par le nouveau président tout jeune qui vient d'être élu, qui s'appelle Kennedy, et qui s'inspire du discours que le président Truman avait formulé en 1949, où pour la première fois de l'histoire de la langue anglaise apparaît le mot sous-développement, sous-développé et développé. Et donc le président Truman en 1949 dit il faut absolument que nous les pays riches, on montre le chemin pour que les pays pauvres se développent et elles puissent accéder au même confort que nous. Évidemment, il y a une face non dite de ce discours généreux, c'est que c'est aussi un moyen de contrer le communisme qui commence à
à se répandre en Amérique latine et dont l'acte majeur sera Cuba, évidemment, en 1959. Donc on va envoyer des missionnaires religieux, mais aussi des coopérants, pour aider les pays du tiers-monde à se développer. C'est-à-dire, en fait, à acquérir le mode de vie américain. Alors Illich dit, je vais jouer le jeu, je vais créer un centre de formation à la langue espagnole ou portugaise. Il crée 2 centres, un à Petrópolis au Mexique, au Brésil, et un à Cuernavaca au Mexique. Donc il fait payer des églises très chères, qui envoient leurs futurs missionnaires, hommes et femmes, pour apprendre la langue, et en même temps, on le sait par ses écrits, il met en place une série de conférences de séminaires qui sont absolument obligatoires, et qui visent à déyankifier l'esprit de ces gens. Et à leur dire, là vous parlez la langue couramment, maintenant votre discours pour défendre le mode de vie américain, vous le gardez, vous devenez humble, vous écoutez. Puis ensuite vous retournez chez vous. Et donc c'est le début de toute une réflexion qui va mettre des années, qui sera interprétée par les uns sous l'appellation de théologie de la libération. Je pense à d'autres comme par exemple René Dumont, qui explique que l'aide au tiers-monde emprisonne le tiers-monde. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une aide au tiers-monde. Alors que nous, dans nos pays, on disait, si on pouvait arriver à 1% du budget national pour l'aide au tiers-monde, qu'est-ce qu'on serait généreux, qu'est-ce que ce serait bien pour les gens du tiers-monde. Je viens de publier un livre, il y a quelques mois, qui s'appelle Les bidonvilles, à la découverte. C'est une étude historique et géographique sur les bidonvilles. Je me suis aperçu, mais ce que je veux dire est très, très dur, évidemment. J'espère qu'il n'y en a pas parmi vous, parce que je ne voudrais pas les froisser, que les experts coopérants, qui pensaient généreusement aider les pays du tiers-monde, l'aidaient simplement à acquérir le chemin, à entrer sur le chemin de la croissance. Chemin duquel nous cherchons, nous, à sortir, parce qu'on appelle la transition. Donc vous voyez, j'en connais personnellement, mais vous ne les connaissez pas, donc je ne vais pas donner leur prénom, mais ils étaient généreux, ils ont consacré leur vie au Cameroun, au Sénégal, à la Mauritanie, ils y allaient tout le temps, ils gagnaient très bien leur vie. Ils avaient des conditions de vie sur place très bien, ils avaient un boy, mais ils créaient un emploi, vous voyez, donc ils disaient, ben, je crée un emploi. Bon. Ils allaient le week-end au Hilton du coin, parce qu'il y avait une piscine, et puis il y avait une discothèque. Bon, c'était un peu comme les médecins sans frontières, vous voyez. Donc on crée là des catégories hors sol, si vous voulez, mais qui diffusent un modèle économique ou un modèle relationnel qui ne correspond pas aux attentes du pays en question. Bon, vous voyez, Illich part en guerre contre cette forme de coopération. Et il commence par l'étude, je vais accélérer, par l'étude de l'Église, qui est la première firme multinationale au monde. 800 000 salariés à l'époque. 800 000 prêtres et religieuses salariés. Donc vous voyez, ça fait mal. Hein. Un prêtre qui dit j'appartiens à la première multinationale au monde, il est très très mal vu par tout le monde. Surtout que l'Église, au même moment, est en train de mettre en place Vatican II. Donc un certain nombre de réformes internes. Donc il est très très mal vu. Il signe d'un pseudonyme Peter Cannon, ces différents articles, qu'il reprendra par la suite. Donc c'est sa première analyse critique d'une institution. Vous voyez, il n'est pas comme Marx, il ne fait pas une critique du travail, du système productiviste, de la production, parce qu'elle existe déjà, cette critique, c'est Marx l'a fait. Lui, il prend la critique des services. Ça, personne ne l'avait fait. Donc après l'Église, qui va pervertir la charité, il va prendre l'école, une société sans école, il va vouloir déscolariser la société, ensuite il va prendre les techniques, les outils, ce sera la convivialité, ensuite il va prendre le système hospitalier et sanitaire, ce sera la némésis médicale, vous voyez. Ensuite il va prendre les modes de transport, ce sera énergie et équité. À chaque fois, il prend une institution et il dit il faut la réformer profondément.
Donc, il y va fort. Il y va fort, et il explique que non seulement l'école des apprend, l'hôpital rend malade, etc., mais que, en plus, ça crée une population de spécialistes qu'il appelle les professions mutilantes, ce qui est très dur pour un médecin, une infirmière, un travailleur, un éducateur de rue, un enseignant, un architecte d'être profession mutilante. Beaucoup ne le pardonneront pas, bien sûr, d'avoir osé dire ça. Et pourquoi sont-elles des professions mutilantes? Parce qu'elles disposent d'un monopole radical. L'autre concept très fort d'Illich. Tout d'un coup, on ne peut apprendre qu'à l'école. On ne peut être soigné que par un médecin. Et on ne peut être transporté que par un système de transport, d'infrastructure, par exemple la RATP, la SNCF, etc. Donc vous voyez, il y a un monopole radical. Il donne comme exemple du monopole radical les pompes funèbres. Nous pouvons tout à fait, chacun d'entre nous, organiser une cérémonie funéraire nous-mêmes. Le mort est chez nous, on le nettoie, on le lave, on l'habille, on fabrique le cercueil, on va l'enterrer. Tout ça est tout à fait légal. Non, ça vient à l'idée de personne. On passe par un monopole radical, c'est-à-dire un système qui est capitalistique, qui est sur le marché, qui est les pompes funèbres. Et donc Illich considère que là, il y a plein de monopoles radicaux qui se développent, et plus il y a quelque chose de nouveau, plus on crée un monopole radical. Les influenceurs, aujourd'hui, pour les sites internet. Bon. Mais les spécialités médicales, par exemple. Tout d'un coup, il y en a un qui va se spécialiser en orthopédie, l'autre en je ne sais pas quoi. Bon, auparavant, il y avait un généraliste. Vous voyez, donc des choses comme ça. Donc là, il y a le monopole radical. Et puis, le troisième point important, donc monopole radical, profession mutilante, et la loi de la contre-productivité. Passer un certain seuil, l'institution se retourne contre ses principes fondateurs. L'école des apprend, l'hôpital rend malade. Voilà, ça va à l'encontre de ce pourquoi c'était créé. Et là, il donne des chiffres absolument ahurissants, des chiffres de 1971, que pour ma biographie, que je suis en train de terminer, j'ai actualisé, et qui marchent toujours. À l'échelle planétaire, le système scolaire ne fonctionne pas bien. Le nombre de redoublements au primaire est considérable dans tous les pays du monde. Un petit Marocain, par exemple, redoublera 2 fois à l'école primaire. Parce que l'école est le même schéma presque partout sur Terre. L'école primaire, elle ne s'appelle pas forcément comme ça là, et puis ensuite le collège, et ensuite le lycée. Et puis c'est partout pareil, il y a un emploi du temps, partout pareil, il y a un programme décidé par des adultes, sans consulter les enfants, etc. etc. Partout pareil, il y a une cour de récréation, partout pareil, il y a une sonnerie, bon, tout ça. Et donc, lui, là, on peut l'analyser, on peut dire, est-ce que cette institution honore les principes qui sont à son origine? Et la réponse est non. Pour l'hôpital, nous savons, parce qu'il est en crise, le mot crise ne correspond pas à la réalité, puisque ça fait 50 ans qu'il est en crise. La crise, c'est spontané et ça dure très peu de temps. Donc, là, on est dans un système très intéressant, c'est que il faut aller à l'encontre de tout ça. Alors, comment faire? Là, j'accélère. La convivialité. Voilà ce qu'on entend. Il faut qu'on ait une ville conviviale, un hôpital convivial, etc. Donc, le mot convivialité. Ça vient d'Ivan Illich. En 1971, il publie un ouvrage en anglais qui s'appelle Outils pour la convivialité, Tools for Conviviality. Il prend le terme conviviality à un Français qui s'appelle Brillat-Savarin, qui en 1825 publie La physiologie du goût, dans lequel, à 3 reprises, il utilise la notion d'esprit convivial, qu'il distingue de la commensalité. Donc la convivialité n'est pas la commensalité. Mais là, je vois l'heure passe, donc il faut que j'accélère. Donc, Brillat-Savarin considère que l'esprit convivial, c'est celui qui rend égaux tous ceux qui partagent le même repas. Donc tout d'un coup, les différences sociologiques sont estompées. Donc il y a cette dimension-là très importante. Le partage qui produit une égalité. La convivialité, c'est ça. La commensalité, non.
le commensal sait très bien qui il est, par rapport à celui qui l'a invité, qui est son seigneur, par exemple. Donc on voit bien que là, il y a des différenciations très importantes. Alors, je saute tout ça parce que suivre l'histoire des mots, c'est passionnant, mais là, je n'ai pas le temps de le faire. Et donc, Illich prend ça, et là, je le cite. « J'appelle convivial, écrit-il, une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d'un corps de spécialistes. Convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. » Il part du principe que nos rêves sont standardisés, notre imaginaire est industrialisé, notre fantaisie est programmée. Et donc là, dans ce livre, La convivialité, il prend comme thème la technique. Et il s'aperçoit, ça c'est très important à connaître, je ne savais pas du tout ce que je voulais vous raconter maintenant, je l'ai découvert en faisant cette biographie, il vit un moment de dépression, Ivan Illich. C'est un type publie un livre tous les ans qui est traduit en 30 langues, partout on en parle, enfin vous voyez, on l'invite à des conférences, etc. Et lui, là, en plein succès, si vous voulez, médiatique, il vit un moment de panique, un moment il est un peu dépressif. Pourquoi? Parce que il voit quelque chose qu'il ne pensait pas voir de son vivant, le passage de l'âge des outils à l'âge des systèmes techniques. Et donc il se rend compte que ce qu'il est en train d'écrire est déjà un peu vieux. Plus tard, il dira, ne lisez pas mes livres de cette époque, c'est un autre Illich. Pourquoi? Parce que passer de l'âge des outils à l'âge des systèmes techniques aggrave la situation. On ne peut pas avoir de centrale nucléaire conviviale. On ne peut pas avoir de smart city conviviale. On ne peut pas avoir de réseaux numériques conviviaux. Un outil, oui. Une bicyclette, une automobile, une institution, parce que outil c'est aussi institution, une école, ça, pourquoi pas. Mais là, on est dans quelque chose qui devient tellement énorme et qui nous subordonne tellement à ce que d'autres ont décidé pour nous qu'on ne peut pas même la réparer. Fukushima, il y a des centaines de milliers de physiciens sur Terre, d'ingénieurs spécialistes du nucléaire. J'en connais aucun qui est parti avec sa petite manette réparer Fukushima. Donc il y a à un moment donné quelque chose, un système technique qui nous dépasse totalement. On ne peut strictement rien faire. Ce qui veut dire que la position politique d'Ivan Illich va gêner tous ceux qui étaient d'accord avec son analyse critique des institutions. Ils sont d'accord avec lui en gros sur l'école, l'hôpital, etc. Mais ils disent, attendez, on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut faire quelque chose. Et lui répond, non. À l'âge des systèmes techniques, on ne peut plus rien faire. Donc, vous voyez, là, je suis un peu désolé de vous donner un point de vue comme ça. Alors, la seule chose qu'il dit qu'on peut faire, c'est l'amitié. Il reprend le dialogue de Lysis, de Platon, il reprend l'éthique à Nicomaque d'Aristote, etc. Il reprend surtout Hugues de Saint-Victor, qui est un de ses amis du Moyen-Âge, pour définir cette relation entre humains et cette relation avec le vivant, qui est l'amitié. Lui, il était plutôt pour la relation entre humains. Moi, j'y ajoute dans mon livre la relation avec le non-humain. Parce que je suis moi-même un topophile. Je suis moi-même un ami des lieux. Donc je pense qu'on peut cultiver une amitié pour le vent, une amitié pour une maison, pour etc. Et j'ai pas eu la chance, j'ai pas pu en parler avec lui malheureusement. Et donc, lui, c'était ça, c'est l'amitié. C'est très limité, bien sûr. Donc, que des gens de gauche ou de droite disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, ça sert à rien si on ne peut rien faire. Et donc, lui, il dit, si, c'est avoir la conscience de notre limite. Parce qu'on peut faire des petites choses, bien sûr, mais je vous raconte juste une anecdote. J'étais très fréquemment en Inde, et une fois, des anciens étudiants à moi, je leur dis, mais écoutez, et puis un ami à eux, je dis, écoutez, là, je vois partout des publicités pour les voitures, le gouvernement actuel lance un plan autoroutier
qui serait le plus grand plan autoroutier au monde. Je dis, excusez-moi de vous dire, c'est absurde. Vous avez des vélos magnifiques, développez les pistes cyclables, développez le vélo. Et là, j'ai vu que ils étaient tous contre moi. Pourquoi moi, qui ai une bagnole, je devrais les convaincre d'avoir une bicyclette? J'ai aussi un vélo. Et donc, non, pas du tout. Ils volent le même standard de vie. D'où les gated community en Inde, d'où les jets privés, etc. Donc tout d'un coup, là, vous vous interrogez sur la marge de manœuvre que nous avons. Prendre conscience des enjeux environnementaux est une chose, mais ensuite, comment œuvrer pour les contrecarrer? C'est excessivement difficile. Alors, je vais m'arrêter juste là, mais enfin, je dis deux choses encore. Il y a eu des gens qui ont pensé à la ville conviviale. Donc, comme c'est dans mon titre, je suis obligé de mentionner ça. La première, c'est Lisa Pitti. C'est une anthropologue nord-américaine qui est la petite fille de Robert Park, le fondateur de l'école de Chicago. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a des filiations là, excessivement importantes. Et son père est Redfield, qui est le premier qui a analysé la structure villageoise d'un point de vue anthropologique. Donc, c'est pas n'importe qui. Enfin, elle a un père et un grand-père qui ont dû l'aider à penser comme elle l'a fait. Et donc, elle écrit un très bel article. Elle est déjà très très âgée. Elle écrit un article sur la ville conviviale qui fait référence à Ray Oldenburg. Vous voyez qui c'est? Ray Oldenburg, c'est celui qui invente l'expression tiers-lieu en 1989 aux États-Unis. Et lui aussi, comme Victor Gruen, il est très triste que les Américains n'aient que deux lieux. Leur maison, dans la suburbe, et puis leur lieu de travail. Alors il dit qu'il faut absolument qu'il y ait un troisième lieu pour qu'il y ait de la sociabilité. Et ce troisième lieu, c'est souvent un lieu improvisé. C'est le coiffeur, c'est le libraire, c'est un café, etc. Où on vient pour rencontrer d'autres gens et dans lequel on reste. Donc le tiers-lieu, l'expression tiers-lieu, c'est ça. C'est quelque chose qui est spontané, improvisé, qui n'a aucune subvention. Quand j'ai su que Macron donnait 180 millions d'euros au tiers-lieu, je me suis dit c'est la fin du tiers-lieu. C'est-à-dire qu'il est institutionnalisé. C'est-à-dire que là où il devrait être précisément en dehors de toute normalisation, et je le vois le reste, il y a des tiers-lieux qui se multiplient, ils sont tous subventionnés, donc ils ne sont pas des tiers-lieux, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Bon. Mais c'est pas grave, il faut l'observer. Donc, pour elle, sa ville conviviale, c'est une ville où ceux qui décident sont ceux qui résident. Donc c'est la notion de participation, d'empowerment, si vous voulez, est cruciale, est fondamentale. Mais elle en mesure évidemment les limites. Une de mes doctorantes, Sylvia Gruning, a publié un ouvrage au bord de l'eau, la collection des éditions, qui s'appelle La ville conviviale. Donc elle a analysé assez en détail ça. Quant à moi... D'accord, ben j'arrête donc dans une minute. Je voulais vous parler, mais je ne vais pas le faire, de l'art d'habiter. Ivan Illich, en 1984, fait un discours pour les 150 ans du Royal Institute for Architects, et ce qui s'appelle l'art d'habiter, et où il explique que habiter, l'architecte n'y est pour rien, l'urbaniste non plus, etc. C'est pas, ils ne peuvent rien y faire. Que habiter, c'est laisser les traces de son quotidien dans le paysage. C'est pour ça que j'ai modifié le titre de ma conférence, et je m'arrête là, rassurez-vous, territoires conviviaux. Parce que plus je réfléchis, plus je pense qu'il nous faut sortir du cadre étroit d'une ville, d'un département, etc., pour créer des biorégions. Donc j'ai écrit plusieurs textes sur les biorégions, où je raconte aussi l'histoire du mot, des biorégions qui, elles, mettent en avant le territoire aimé par les habitants. Un territoire ne résulte pas, comme dans la réforme de Hollande dont je parlais tout à l'heure, d'un découpage administratif. Un territoire ne résulte pas d'une décision bureaucratique, mais elle résulte d'un acte d'amour entre une population et un site.